Bienvenue sur mon podcast La Bouquineuse, où on parle bouquins bien sûr, mais également théâtre, cinéma, coup de cœur en tout genre. Et toujours avec un peu d'humour et de bonne humeur. Alors, bienvenue sur mon podcast. Merci d'avoir accepté ma proposition. Hello, merci à toi pour l'invitation. Donc, donc ton nom d'artiste c'est Joy. Oui, c'est ça. Et justement, je me posais la question pourquoi Joy? Ah bah c'est pas très compliqué parce que mon prénom signifie la joie. Tu vois, j'ai pas été chercher loin. Bah, mon prénom c'est Farhanaz, c'est un nom d'origine perse. Même si moi je suis pas originaire de là-bas, ma maman voulait m'appeler comme ça parce que en fait il y avait une princesse qui s'appelait Farhanaz et voilà. Donc en gros l'histoire. Oh, Ouais. Et ça signifie la joie. Donc voilà. Donc Joy. je comprends. Alors nous, on se connaît pas en vrai, on se connaît juste sur Facebook. Je sais que tu es une illustratrice et puis on avait un tout petit peu échangé. Je suis ta page en fait, mais c'est tout, on se connaît pas en vrai. Oui. C'est Et j'ai pensé que ce serait intéressant de t'interviewer pour mon podcast parce que tu es illustratrice et puis j'ai vu aussi que tu crées des jeux vidéo Oui. et j'ai l'impression que tu es un peu une artiste voilà accomplie et j'ai vu aussi que tu es quelqu'un d'engagé et j'ai pensé que ce serait intéressant pour les auditeurs de connaître un peu ton parcours et de savoir qu'est-ce qui te motive dans la vie et pour qu'est-ce qui te motive quels sont un peu tes comment dire, ce qui te fait vibrer en tant qu'artiste. Oui, ben, alors, du coup, je suis autrice, illustratrice et effectivement, je travaille dans le jeu vidéo et je travaille aussi dans le dessin animé. Sauf que maintenant, je travaille plus trop dans le dessin animé, je travaille plus dans les jeux vidéo. Et j'ai cofondé un studio et on est en train de développer notre propre jeu. Et en fait, ce qui me fait vibrer, moi, c'est toujours la narration. Ça a toujours été la narration, qu'elle soit visuelle ou simplement écrite sous forme de livre. Et, euh, et après, c'est vrai que comme je suis engagée, je saupoudre, on va dire, tous mes travaux avec ça. Tu vois, cet engagement qui est pour moi, bah, en fait, qui est source d'inspiration en vrai, dans beaucoup, beaucoup de cas, parce que ça me permet euh, bah, soit d'écrire des histoires, soit de créer des personnages, soit les deux. Donc voilà. Ah, d'accord. Et donc, quand je dis engagement, moi j'ai cru voir que c'était un engagement féministe, mais peut-être, je crois aussi écologiste, il me semble. Je suis pas Bah, en sûre. fait, il y a un peu de tout ça. C'est vrai que ben, du coup, moi j'aime bien me rapprocher de la branche écoféministe. C'est vraiment un mélange des deux. Et, euh, et c'est aussi un mouvement que je trouve très intéressant parce que, étant donné que je suis très sensible, moi j'ai du mal avec le côté violence. Et même si elle est nécessaire parfois, comme la colère, etc. Mais j'ai besoin de la transformer dans quelque chose de plus artistique, en tout cas pour ma part. Et dans la branche écoféministe, il y a beaucoup de personnes qui traduisent ça à travers leur art. Aux États-Unis, il y a beaucoup de poétesses, par exemple, qui ont beaucoup, beaucoup écrit bah, sur leur militantisme, etc. Mais dans ce mouvement-là. Et donc, moi, je trouvais ça super inspirant. Et c'est vrai que à un moment donné, je faisais des manifestations, des actions, on va dire, militantistes et tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que même si c'est chouette de le faire, j'étais frustrée parce que j'avais besoin de le traduire, tu vois, d'une certaine Oui, manière, quoi. je vois. Et du coup, c'est pour ça que le fait de l'intégrer dans mon art, entre guillemets, ça me permet, tu vois, de le réfléchir, de le digérer, tu vois, de proposer quelque chose. Et en plus, je vois que ça parle parce que les gens, euh, bah, des fois, ça résonne en eux. Et bah, du coup, voilà, ça, c'est.
La cerise sur le gâteau, on va dire. Ah bah oui, c'est sûr. C'est le rêve de tout artiste. Ouais. Et j'ai vu justement que pour un de tes livres jeunesse, qui s'intitule Être une fille, c'est quoi? Tu as reçu un label de l'UNESCO. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est exactement? Ouais. Alors, en fait, c'est un livre ado-adulte. C'est pas tout à fait. Alors, c'est jeunesse, mais c'est à partir de 13 ans. Parce que il y a quand même des concepts compliqués. Je parle de sexualité, je parle plein de choses qui sont peut-être pas adaptées au plus jeune public. D'accord. Mais après, si les parents accompagnent, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut piocher dedans, tu vois? Mais bon, je préfère prévenir. Et en fait, c'est une sexologue qui m'a contactée, qui aime bien mon travail, et notamment ce livre, et qui m'a proposé en fait de le présenter à l'UNESCO. Il y a une chaire qui s'intitule Chaire santé sexuelle et droits humains. Et en fait, donc là, il faut remplir un dossier, etc. Il faut envoyer le livre et ensuite il y a une commission. Alors, je ne sais pas qui exactement dans cette commission, mais je crois que c'est pas que des Français. Et, euh, et après, ben voilà, ils vont décider si on peut avoir ce label ou pas, sachant qu'il y a pas mal de choses à respecter. La contrainte, entre guillemets, c'est qu'il faut que l'œuvre soit sortie, qu'elle existe déjà. Ah, d'accord. Donc on peut pas, par exemple, se dire, bah, je vais essayer de répondre à tous les critères et ensuite on verra si ça passe ou pas et éventuellement changer. Enfin, je sais pas, pourquoi pas. Mais en tout cas, il faut que l'œuvre enfin, qu'il y ait une existence de cette œuvre. Ça peut être aussi des spectacles, ça peut être des films Ah ou bon? des livres. Oui, ouais. Alors, il n'y en a pas énormément, mais ça existe. Et il faut qu'il y ait une dimension droit social, droit humain aussi. D'accord, très intéressant. Je connaissais pas du tout ce label. Ben, avant, je connaissais pas trop non plus, je t'avoue. Mais du coup, voilà, on l'a fait et c'est une chouette expérience. Et je vois aussi que depuis, j'ai quand même. Enfin, il y a une reconnaissance, entre guillemets, du travail que j'ai pu faire et de ce livre. Parce que ce qui est un peu atypique, c'est que notre livre, en fait, il est édité par une toute petite maison d'édition qui n'est pas distribuée comme peuvent l'être d'autres maisons d'édition, beaucoup plus grosses, parce que quand on est distribué, ça demande des contraintes assez énormes, comme le fait d'éditer un livre par mois, etc. Enfin, en fait, on rentre dans dans un autre schéma économique, voilà. Et nous, on voulait pas, voilà, on voulait pas faire partie de ce schéma-là. Ça nous correspondait pas. Donc, donc ça veut dire aussi être moins visible, etc. Donc c'est vrai que bah, on est content parce que notre Ah livre bah enfin, marche et ça donne une oui. reconnaissance aussi. Voilà. Ouais, du coup, ce label vous permet alors d'être un peu plus connu et d'être un peu plus vu. Ça, c'est intéressant, ouais. Ouais. Là où je suis contente aussi, c'est que bah, d'habitude, enfin souvent, les prix vont vers les maisons d'édition qui sont plus ou moins grosses. Et on voit très peu de toutes petites maisons d'édition avoir des prix. Ça peut arriver, mais voilà, ça nécessite beaucoup d'efforts. Et du coup, je trouvais ça vraiment chouette qu'en fait, il nous ait accordé ce prix et cette reconnaissance malgré le fait que ce soit une toute petite maison, etc. Et quel est le nom de cette maison d'édition, enfin de ta maison d'édition? Ouais, alors moi, je suis chargée de projet dans cette petite maison d'édition. C'est Papitou Édition. D'accord. Et c'est une maison d'édition uniquement pour la jeunesse ou c'est plus généraliste? Alors, au départ, c'était plus jeunesse, mais on l'a ouvert un peu plus. Après, la ligne éditoriale, c'est plus, comment on va dire ça?
le fait de... J'essaie de trouver le bon mot, mais ça vient pas. Euh, euh, je dirais la découverte, l'entraide, et puis aussi des projets qui sont un peu atypiques parce qu'on a édité des projets qui clairement ne seraient jamais édités ailleurs. Parce que, et puis on est assez engagé. Donc par exemple, on a un livre, et ben dedans, on a beaucoup de mal à le vendre d'ailleurs, parce que il y a un petit garçon dedans qui veut se maquiller, etc. Donc les autres enfants se moquent de lui. Et lui, il en souffre énormément. Donc, en fait, ça parle d'identité, ça parle de harcèlement, etc. Et, et on s'est rendu compte, c'est un livre magnifique, mais on s'est rendu compte que les gens ne veulent pas lire ça à leurs enfants. Ils ont peur, notamment que leur petit garçon puisse, tu vois, se reconnaître dans ce petit garçon qui veut se maquiller, etc. Et du coup, voilà, donc c'est pour te dire, voilà, on prend aussi ce genre enfin, après, il faut que ça nous parle. On a une commission, un comité de lecture et tout ça, où tout le monde peut s'exprimer, si oui ou non, voilà. Mais voilà, pour te dire, pas... C'est pas facile. Ouais, c'est là où tu te rends compte que, bah, en fait, on comprend pourquoi les maisons d'édition lisent vachement leurs sujets et proposent des choses enfin, généralement des histoires qui sont assez, voilà, assez simples, voilà, Qui risque pas de provoquer c'est ça. un Et qui risquent scandale. surtout de plaire à tout le monde. Ouais. D'accord. Et donc ce livre, Être une fille, c'est quoi? Alors j'imagine que ça, c'est pour les jeunes filles, pour les aider à comprendre leur sexualité. Tu peux nous parler de Alors, ce livre? ouais, alors c'est pas exactement ça. Être une fille, c'est quoi? Déjà, le titre, ça a un pied de nez parce que, tu sais, quand on est une fille cisgenre, c'est-à-dire qu'on se reconnaît dans ce genre depuis la naissance, et ben, en fait, souvent, on a tendance à nous dire ça, c'est un truc de fille ou ça, c'est pour les filles, etc., etc. Donc, je suis partie de ce postulat de me dire, bah, en fait, c'est quoi? Être une fille, c'est quoi? Tu vois. Et donc, j'ai vraiment axé tout le livre dedans. Donc, je parle un peu de plein de choses, que ce soit de la biologie, de la sociologie, de politique, de la sociologie et de la psychologie aussi un petit peu. Et donc j'aborde plein de sujets. Alors je vais pas forcément en profondeur sur tous les sujets parce que sinon il faudrait un livre par sujet. Mais en gros c'est de la vulgarisation. Pour ça j'ai étudié beaucoup d'études scientifiques, sociologiques et autres pour pouvoir écrire tout ça. J'ai interviewé beaucoup de gens, que ce soit des ados, des jeunes, des adultes, des professionnels, des sexologues, psychologues, sages-femmes, etc. Ces personnes ont d'ailleurs fait partie des relectures dans les parties qui les concernaient. Parce que pour moi, c'était important que ce soit vraiment voilà, le plus juste possible. Et puis, en fait, c'est un livre qui ne s'adresse pas qu'aux filles. En fait, c'est un livre qui s'adresse à tout le monde. Ça permet effectivement de mieux comprendre comment est-ce qu'on s'inscrit dans notre corps, dans notre identité et même au niveau social. Comment est-ce qu'on s'inscrit en fait dans cette société et ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Et pour la sexualité, j'ai choisi vraiment d'aborder ça sous le prisme de la déconstruction, c'est-à-dire qu'une fille, généralement, se construit sur l'idée qu'on doit accepter ce que l'autre veut. Donc nous, on est en mode, tu vois, open et on va faire ce que l'autre veut et on va pas trop apprendre à se connaître, on va pas trop à reconnaître ses limites, etc. Donc en fait, mon but, c'était justement de déconstruire ça et de dire,
Non, en fait, c'est ton corps. Tu as le droit de dire non n'importe quand. Mais vraiment, tu ne dois rien à personne. Et en fait, toutes ces choses-là, et pour moi, c'était essentiel de parler de tout ça parce qu'on ne nous apprend pas ça, en fait, tout simplement. Depuis qu'on est petite fille, on nous apprend à sourire, on nous apprend à être sage, on nous apprend à dire merci, à être jolie, enfin, toutes ces choses-là, en fait. Et surtout, surtout, à ne jamais être en colère ou à oser dire non, ou tu vois, ou se battre, ou à courir, enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Donc, du coup, je déconstruis tout ça. Et même au niveau politique, j'explique pourquoi en fait, dans notre société française, eh ben, on prend pas en compte la famille, ce qui fait que c'est une charge et un poids économique et social sur les femmes, parce que ça, tout va reposer sur la femme, en fait. Et donc, les conséquences, c'est que du coup, on est moins bien payé, on est moins bien pris en compte dans le travail, etc. On a des carrières plus courtes, etc. Enfin, tu vois, les conséquences sont... Je vois. La fameuse Voilà. charge mentale. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et ça va loin sur tout ça. En fait, je questionne les choses. J'apporte pas forcément beaucoup de réponses, mais je questionne en fait tout ça, même sur la contraception. Pourquoi est-ce que ça... Alors ça change aujourd'hui, mais pourquoi c'est que à la charge des femmes d'aller chez le gynéco, de payer sa contraception, de machin, de trucs. Donc voilà. D'accord. Donc, tu as fait un gros travail de recherche pour ce Oui, livre. ça m'a pris 2 ans à peu près pour faire ce livre, mais beaucoup plus en vrai, parce que j'ai commencé pendant que j'écrivais mon premier livre qui était sur la grossesse et l'accouchement, un autre livre documentaire. Et c'est là où j'ai commencé à écrire celui-là, en fait, Être une fille, c'est quoi, en parallèle. Et voilà. D'accord. Est-ce que tu envisages d'écrire le pendant, c'est-à-dire être un garçon, c'est quoi? Alors, c'est un scoop parce que c'est très, très récent. J'ai fait la rencontre euh, d'un, d'un, d'un homme enfin, d'un jeune homme qui en fait enfin, il est écrivain et journaliste. Et on se connaissait, mais sans plus. Et puis un jour, j'ai vu ce qu'il faisait. Il fait des fanzines et il déconstruit en fait des, des mythes sur le rapport amoureux, mais euh, dans un regard masculin. Et là, j'ai fait, oh là là, mais c'est intéressant ça. Je découvrais des termes que je connaissais pas et je lui dis, mais il faut qu'on aille boire un café, qu'on en discute. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui l'intéresse énormément. Il s'est énormément intéressé sur plein de choses comme la contraception masculine, etc. etc. Euh, et en fait, du coup, je lui ai proposé d'écrire ça. Donc, normalement, voilà, on va bientôt commencer. Il a commencé à réfléchir. Bon, je ne sais pas du tout quand est-ce que ça sortira, mais en gros, voilà, c'est Ah, dans les... super! Ouais. Depuis quand tu dessines depuis quand tu dessines? Je ne sais pas. Non, j'avoue, je ne sais pas du tout. J'ai juste des souvenirs au collège où bon, j'avais pas beaucoup de culture, hein, donc moi je connaissais la culture de Disney, enfin tu vois, je prenais ce que je pouvais avoir et du coup je m'amusais à redessiner les décors, les personnages, voilà, de mes dessins animés préférés. Donc voilà, ça a commencé comme ça à devenir, on va dire plus sérieux, mais je pense que je dessinais depuis longtemps. Enfin, en tout cas, j'ai toujours eu cette facilité au niveau du dessin, à reproduire, tu vois, à imaginer, ouais. D'accord. Et tu dessines peinture, aquarelle. Quel est ton matériel? Quels sont tes matériaux? Alors en fait, j'ai pas mal de... Alors, euh, Ou tu as des périodes peut-être? Tu as peut-être des périodes où tu dessines plus.
dans une. Et moi, j'ai commencé en traditionnel. D'accord. C'était vachement bien parce que comme j'avais pas beaucoup d'argent, je me faisais mes propres couleurs. Et en fait, c'est un super. Enfin, c'est génial parce que du coup, j'ai appris à faire des couleurs. Quand t'as pas le choix, voilà, tu deviens très créatif. Et du coup, quand je suis passée ensuite en numérique, ça a été plus simple parce que le problème du numérique, c'est que tu as accès à toutes les couleurs. C'est compliqué de savoir quelle couleur, comment on fait des mélanges, etc. Donc ça m'a aidé. Maintenant, c'est vrai que le numérique, t'as pas le même rapport à la matière. Oui, Et bien ça, sûr. à un moment donné, ça m'a manqué. Donc, je fais plutôt de l'aquarelle. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que déjà, déjà c'est très beau. Généralement, je dessine à l'encre, à la plume, et ensuite je peins. Mais c'est vrai que quand tu es habitué au numérique, il y a un côté, c'est assez rapide en fait, parce que tu n'as pas besoin d'attendre que ça sèche pour pouvoir passer la couche d'après, etc., etc. Que tu C'est dois sûr. attendre tout le temps quand tu fais de l'aquarelle. Donc voilà, c'est pas la même approche. Il faut avoir le temps que tu fais du traditionnel. Effectivement, il y a des périodes, genre le Inktober en octobre, qui est un challenge où tous les jours, tu peins quelque chose voilà, par rapport à une thématique. Et là, j'aime bien, tu vois, me faire des petits challenges. Ça me permet en fait d'explorer des choses. Moi, je vois ça vraiment comme une exploration, une expérimentation, parce que en fait, ça me nourrit en fait sur ma pratique artistique. Donc, le fait de pouvoir avoir un espace un peu bac à sable où je vais tester des trucs, je vais tester des formes, je vais tester des histoires, des illustrations, peu importe, ça me nourrit vachement. D'accord. D'accord. Et combien de temps te prend un dessin alors pour, Alors, quand c'est en traditionnel, c'est assez rapide, hein, c'est quelques heures. On va dire que je peux finir une petite. Alors, c'est des petites illustrations à 5, format à 5, et je finis. Ça me prend peut-être, allez, 2-3 heures au maximum. Et après, si c'est une illustration en numérique, ça peut prendre vachement plus de temps parce que ça dépend de la complexité, ça dépend soit du rendu final ou soit quel type de projet en fait. Voilà, donc ça dépend. C'est très d'accord. très très variable. Je vois. Et quand c'est un dessin numérique, tu le fais immédiatement en numérique ou tu commences traditionnellement et après tu le reprends Alors, numérique? ouais, encore une fois, ça dépend du projet, mais souvent c'est vrai que j'ai remarqué que j'aimais beaucoup faire des croquis d'abord dans un carnet parce que j'ai l'impression que je réfléchis pas pareil en fait. Le fait de sentir, vraiment le crayon, les matières, alors je sais pas si c'est parce que j'ai commencé comme ça, mais du coup c'est vrai que je réfléchis vraiment différemment. Et ça me permet d'avoir tout de suite de poser mes idées, de savoir où je vais, etc. Généralement, c'est ce que j'envoie à mes clients si je dois faire quelque chose, voilà, je sais pas. Je fais mes croquis et je leur envoie une photo de ça en validation, plutôt que de le faire en numérique. Ouais. Et là, D'accord. après, je passe en numérique. Ouais. Ok, ouais, bah, tu sais, moi c'est pareil. J'ai aussi, quand j'écris, c'était d'abord des cahiers, etc. Après, je vais sur Ouais. l'ordinateur. C'est pas la même chose, hein. C'est pas le même. Je sais pas. Ouais, c'est marrant. Bon, maintenant, Et ce que je fais aussi, c'est t'écris tous tes textes en entier à la main? non, non, non. J'ai plein de cahiers parce que en plus je suis très brouillon, donc je commence sur un cahier, après j'en prends un autre, enfin, c'est n'importe quoi. Ah oui, Et ce que je fais maintenant, c'est aussi avec le téléphone. Quand j'ai des idées, je ah oui. m'enregistre dessus. Voilà, ça m'évite de les perdre.
Ah Parce ouais, que ouais. avant, bêtement, je me disais non, c'est bon, je vais le retenir. Oui, Mais oui, maintenant, je passe un peu plus de temps à l'ordinateur, et c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose que dans le cahier. ouais, ouais, c'est vrai. Bon, pour les romans, par exemple, ça va. Je peux écrire directement à l'ordinateur, mais pour des poèmes, ça va plus être le cahier. Ah oui, moi aussi, ouais, pareil. J'écris vraiment que à la main au départ, hein. Alors, on va parler C'est justement de ton travail d'écriture, parce que tu es illustratrice, mais tu es aussi autrice. oui, oui. J'ai écrit quelques. Bah, du coup, oui. Bah, en fait, il y a beaucoup de livres, bah, notamment Être une fille, c'est quoi ou Grossesse et accouchement Kezako. Ça, ce sont des livres documentaires. Donc là, c'est vraiment de la vulgarisation. Ensuite, j'ai les livres jeunesse. Donc, c'est vraiment des petites histoires jeunesse que j'ai pu écrire et illustrer. Voilà. Et après, j'ai écrit quelques recueils de poésie. Et après, ah bon, j'ai toujours des tas de travaux en cours, tu vois, de trucs. J'en ai plein, vraiment, j'en ai plein. C'est affligeant presque. Et il y en a qui sont finis ou voire quasiment finis. D'autres qui sont en stand-by, tu vois. Mais ouais. Et en fait, en ce moment, pour rien te cacher, tu vois, le jeu vidéo dont je parlais tout à l'heure, c'est une adaptation de Barbe Bleue de Charles Perrault. Donc ça, je fais l'écriture. Donc j'écris. Et c'est écrit sous forme de poésie. Donc en fait, ça me demande un travail de fou parce que j'écris vraiment sur plusieurs comment dire, étapes. Ma première étape, c'est vraiment je réfléchis à la structure globale du jeu, c'est-à-dire, alors, ce jeu, c'est un jeu narratif où tu peux faire des choix, et les choix vont t'amener dans des branches différentes. Et en Oh fonction là des là. branches et des choix, tu as des fins qui sont différentes. Alors toi, tu as Et tu voulu te peux, compliquer la vie, hein. ouais, carrément. Et tu peux rejouer pour explorer d'autres branches, etc. Mais ça doit demander beaucoup. Enfin, du coup, ça fait des tas de branches, ça demande beaucoup de Ouais. travail. Oh là là. Oui, alors du coup, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Parce que, bon, j'ai fait un peu de jeux de rôle et j'ai écrit des jeux de rôle aussi, mais pour mes enfants, hein, c'est pas, voilà. C'est, voilà, quand tu vois, il y avait des anniversaires, moi, je faisais des jeux de rôle avec les gamins. Et du coup, et même, j'ai fait un atelier d'écriture d'ailleurs aussi avec des ados où j'ai fait ce genre de choses sous forme de jeux de rôle, en fait. Avec des branches ou des fins différentes en fonction de leur choix, en fonction des jets de dés, tout ça. Et du coup, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, ouais, de pouvoir explorer ça. Et notamment ce conte. Ce conte, pour moi, je voulais pas qu'il y ait qu'une fin possible. Je voulais qu'il y en ait plein possible. Et vraiment Pourquoi, d'explorer. pourquoi Barbe Bleue en particulier? Eh bien, parce qu'en fait, un jour, j'ai lu Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estés. Donc, c'est une autrice, je sais pas si elle est canadienne. En tout cas, elle analyse les contes sous un prisme féministe. Voilà, elle y apporte plein de choses. C'est très intéressant. Et donc, elle a analysé ce conte. Et là, quand je l'ai lu, parce que je l'aimais pas, ce conte au départ. Et quand je l'ai lu, quand j'ai lu sa version et son analyse, je me suis dit, oh, mais en fait, enfin, ça m'a inspiré d'une manière assez incroyable. Et j'ai eu envie de réécrire une version. Voilà. Et le problème, c'est que je me suis arrêtée assez rapidement parce que le mode linéaire ne me convenait pas. Bon, à ce moment-là, je ne le savais pas, donc j'ai fait une pause, je suis allée travailler sur autre chose, etc. Et à un D'accord. moment donné, vraiment, ça me trottait dans la tête, tu vois, j'avais envie de continuer jusqu'à ce que j'ai ce déclic et je me dise, mais non, mais en fait, il faut que je puisse explorer dans tous les sens.
Et la seule façon pour moi de faire ça, c'était d'en faire un jeu où tu peux voilà, explorer dans tous les sens, avoir plusieurs branches, etc. D'accord, donc au début, tu voulais en faire une version, tu voulais en faire une histoire, et après, Ouais, comme tu as vu les limites, tu t'es dit que ce serait mieux en jeu vidéo. ouais. D'accord. Waouh. Ah, et il est disponible ou tu es encore en train de travailler dessus? On est encore en train de travailler dessus. Il n'est pas encore disponible. J'aimerais bien qu'il sorte. Alors, fin d'année, je pense que ça va être compliqué, mais début d'année prochaine. D'accord. Ouais, voilà. Et il, il va sortir sur quelle plateforme? On pourra le trouver où? Et ben, un peu partout, parce qu'on a prévu. Moi, le truc, c'est que je veux que ce jeu soit accessible euh, au plus grand nombre. J'ai aussi la prétention de vouloir que ce jeu puisse être accessible à des gens qui ne jouent pas forcément, notamment des femmes, parce que voilà, pour moi, c'est ma cible. C'est une écriture féministe qui revisite ce conte, mais sous un prisme où justement tu peux. Enfin, j'aimerais qu'il y ait un effet cathartique dans le sens où tu peux. Où il n'y a pas de fatalité en fait, où tu peux, tu vois, reprendre ta vie en main. Il y a de la sororité, il y a plein de choses. Et, euh, et du coup, voilà, c'est ce que j'ai envie d'explorer. D'accord. Donc, il sera vraiment disponible partout, que ce soit sur PC, sur, sur Steam, du coup, sur PC. Steam, c'est une plateforme de jeux vidéo. Ah oui, oui, je connais. Sur la Switch. On veut faire une version mobile aussi. Et puis après, éventuellement sur Xbox, même si. Voilà. Mais alors moi, je connais rien du tout à la, comment dire, au travail du jeu vidéo. Mais comment ça se passe? Ça veut dire que tu as un studio alors, Oui. ou Oui, on a tu as une créé équipe? un. Tu fais Oui. tout toute seule? Non, 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 non. On a créé. On a cofondé un studio qui s'appelle Purple Meadows. Et donc c'était en 2022. Et ensuite, ben voilà, j'ai constitué une petite équipe. On est vraiment pas nombreux. Et donc il y a Lorraine qui est mon associée, musicienne et compositrice et chanteuse, qui fait les chansons, qui fait les voix, qui fait le voice-over. Elle est incroyable. Et Edwige, la troisième associée qui est plus dans la programmation. Mais après, voilà, en fonction des besoins, on va engager voilà, des gens, tu vois, au fur et à mesure des besoins, en fait. Voilà. D'accord, donc vous êtes trois permanentes et vous Ouais, engagez D'accord. c'est ça. Waouh, mais ça doit demander un sacré budget. Comment tu fais pour financer tout ça? Eh bien, oui, c'est exactement. C'est compliqué parce que c'est un projet qui est pas facile à pitcher à des gens, des investisseurs il y a des éditeurs de jeux vidéo aussi, ça existe. Et, et en fait, même si on a beaucoup de compliments, on a beaucoup de bons retours, euh, ces gens-là ne se reconnaissent pas dans ce jeu-là, ce que je peux comprendre. Ce que j'appellerais un jeu d'auteur, comme on pourrait dire, un film d'auteur ou ce genre de choses. Je vois. Il y a un parti pris graphique et narratif, et même au niveau du sujet abordé, tu as de la thématique, qui est très forte. Et du coup, il faut que les gens qui nous suivent soient vraiment dans ce truc-là, et ça ne court pas les rues. Donc, nous, au départ, on a fait un apport dans le studio, chacun, chacune. Et ensuite, on a eu très rapidement. D'ailleurs, avant de créer le studio, on a fait une demande de subvention au CNC pour une aide à l'écriture qui permet aux auteurs d'écrire un projet de jeu vidéo. Donc, c'est vraiment pour le jeu vidéo. Et comme on a été reçu, et ben, en fait, ça nous a lancé, tout de suite, ça a donné un feu vert sur ce projet. Et, euh, et, et vraiment, dès qu'on a reçu ça, un mois après, on a été sélectionné à la Villa Albertine, qui est une résidence d'artistes aux États-Unis qui est assez connue.
Waouh. Et du coup, nous, bah, on a été en résidence à New York. Du coup, moi, c'est moi qui ai été. J'ai été pendant 2 semaines là-bas. Et avant ça, il y avait un travail de mentorat avec des New-Yorkaises, enfin des New-Yorkais, enfin des États-Unis, hein, voilà, des gens aux US, quoi. Voilà, qui nous ont D'accord. aidés, Donc, tu vois, à structurer le projet, tout ça. donc tu parles anglais Comment? alors? Tu parles anglais Bah oui, de forcément? toute façon, dans le jeu vidéo, on est obligé de parler anglais et de se débrouiller en anglais, hein, parce que sinon, moi, tous mes mails, tu regardes mes mails du studio, c'est quasiment que ça, que l'anglais. Je parle que l'anglais tout le temps. Même d'ailleurs, dans notre équipe, il y avait donc l'artiste qui faisait que les décors. Il est brésilien et il parlait pas français, donc je parlais anglais tout le temps avec lui tu vois, pour faire les décors et tout ça. Ah ouais. Ah oui, c'est un gros, gros projet, hein, mais bah, bravo, hein. Merci. C'est c'est impressionnant, hein. Bah, après, moi, je travaille dans les jeux vidéo depuis un moment. J'ai fait l'école nationale de jeux vidéo, la seule école publique en France. Et, euh, et du coup, voilà, c'est un domaine que je connais. Et je pense que le fait d'avoir fait des projets littéraires et artistiques avant, tu vois, ça m'a énormément aidé pour ce projet-là. Parce que du coup, je sais, entre guillemets, faire des projets de A à Z, je sais faire des dossiers pour faire des prévisionnels de projets, etc. Et, euh, et oui, du coup, pour finir, la réponse, comment financer ce projet, ben, c'est ça, c'est entre des subventions publiques et entre de l'argent privé, donc les banques. On fait des prestations aussi pour, tu vois, avoir de la trésorerie, etc. C'est un mélange de tout ça. C'est vraiment, je vais toquer à toutes les portes parce que ben, ça coûte. Notre projet, il coûte entre 250 et 300 000 euros en tout à Waouh! faire. Ah oui. Ouais. Et du coup, là, on a déjà engagé 100 000 euros, quasiment, bientôt. Donc, tu vois, il nous reste encore pas mal. Donc, voilà. Et vous avez pensé au financement participatif? Bah, alors, on y a pensé, mais pour l'instant, c'est trop tôt parce que le financement participatif pour les jeux vidéo, c'est entre 30 000 et 50 000 euros minimum qu'il faudrait qu'on arrive à engager. Donc, c'est un gros boulot et pour le moment, on n'a pas le temps de faire ça. Je Donc, si comprends. jamais on en a besoin, on fera plus tard, mais voilà, pour l'instant, c'est pas possible. Ouais. D'accord. Bon, en tout cas, il faudra que tu me préviennes quand le jeu sortira parce que ça m'intéresse, hein. Ah bah, avec plaisir. C'est pas, Ouais. c'est, tu disais, c'est vraiment pour tout le monde, donc même pour les joueurs qui sont pas, parce que moi je suis une joueuse, on va dire, très occasionnelle, donc c'est pas pour les joueurs aguerris, tout le monde pourra y jouer. Ouais. D'accord. En fait, on a déjà commencé à faire quelques petits salons parce qu'on a un petit prototype, même s'il n'est pas de qualité complètement finalisé. Et on a eu l'occasion de faire, on avait fait le salon Hypermonde à Bordeaux, qui est un salon littéraire, science-fiction, fantasy et tout ça. Et ils avaient un petit espace jeux vidéo, donc on a pu en fait faire tester le jeu à des gens random qui venaient au salon, enfin à ce festival, quoi. Et bah, du coup, ça nous a permis de voir comment est-ce que les gens arrivaient, tu vois, à jouer. Parce que moi, j'étais là, mais je leur donnais aucune indication. Je leur disais, vous jouez. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Et les gens s'en sortaient super bien. En fait, on a fait un système où tu joues. De temps en temps, tu as des petites indications. Si vraiment tu n'y arrives pas, tu as des indications qui arrivent. Mais, mais du coup, c'est assez doux, tu vois. C'est enfin, et en même temps, comme c'est narratif, c'est comme si c'était un livre interactif. Voilà. Donc tu lis ou tu écoutes, tu as des petites choses à faire et tu continues. Et c'est une expérience en fait en soi. D'accord. Ok. Et ce sera pour à partir de quel âge à peu près Ah ben c'est un livre, enfin c'est un livre, c'est un jeu pour adultes parce que bah, ça traite de Barbe Bleue, voilà, ça traite de choses horribles.
Et dans les jeux vidéo, il y a des catégories très strictes qu'on appelle les PEGI. Donc, tu as PEGI 12, ça veut dire que c'est à partir de 12 ans, PEGI 16, PEGI 18. Et je pense que nous, on va tourner autour de PEGI 16 parce que dès que tu parles de violence, dès que tu parles de sujets, que ce soit de la drogue, D'accord. avortement, enfin, suicide, toutes ces choses-là, t'es PEGI 16 et PEGI 18, c'est vraiment le. Je sais plus exactement, mais là, tu as vraiment tous les. Toutes les Tous les catégories moyens. possibles de trucs, voilà. Ouais. D'accord. Donc, illustre. Quels sont tes coups de cœur en matière de livres? Quel est le dernier livre que tu as lu qui était un coup de cœur pour toi? Alors, le dernier livre, là, c'était ce week-end et j'ai fumé le livre. Je l'ai lu d'une traite. C'est Décomposé de Clémentine Beauvais, de l'Iconopop, des éditions l'Iconopop. Mais waouh, vraiment, c'était incroyable, vraiment, comme expérience. Elle a une écriture. Enfin, je connaissais un peu Clémentine Beauvais, mais c'est pas forcément. Enfin, voilà, c'est pas une autrice que je suis particulièrement. Mais par contre, ça m'a intriguée. Voilà, j'avais envie de. Je l'ai pris à la médiathèque. Je me suis dit, tiens, bon, ben voilà, c'est à la médiathèque, c'est aussi l'occasion de lire des trucs auxquels t'es pas trop habitué. Et en fait, déjà, j'ai commencé. Première page, je vois qu'il y a un extrait d'un poème de Charles Baudelaire et je suis en mode ok, parce que je boycotte un peu les auteurs misogynes, un peu beaucoup même. Et, et en fait, c'est une déconstruction de ce poème-là. Et vraiment, elle y va dans tous les sens. C'est génial. Dans les dialogues, dans la forme, dans tout, en fait. C'est un espèce de petit roman vraiment atypique et écrit sous forme de poésie, écrit même dans la structurellement, tu vois, les phrases, comment elles sont faites, même à l'intérieur des phrases. Enfin, tout est complètement presque déstructuré. C'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. Je me suis dit, oh, punaise, vraiment, je me dis, mais j'aurais trop aimé écrire ça. Vraiment, ça m'a retourné, quoi. Vraiment, j'ai presque regretté de ne pas l'avoir acheté, tu vois, pour le lire, parce que c'est le genre de bouquin que j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque, tu vois. Vraiment, je me suis dit, ah, ouais. Donc, voilà. D'accord. Et est-ce que tu vas voir du théâtre? Ah bah, ça, j'adore le théâtre. J'y vais pas souvent. En fait, j'habite à Angoulême. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de théâtre, il y en a. Mais c'est vrai que bah, j'y pense pas toujours. Par Attends, contre, j'ai vu des. tu habites à Angoulême. Donc Ouais. vraiment pour quelqu'un qui dessine et tout, tu es vraiment à la bonne place, hein. Ah oui, ça c'est clair, hein. Tu trébuches sur des artistes chez nous. Ouais. Non, non, franchement, en plus ça va et plus il y a des artistes qui viennent s'installer en Angoulême, donc c'est absolument génial. Ouais, et il y a des. Alors moi, j'ai plutôt vu des performances sur scène, des scènes, enfin des spectacles, tu vois, ou des gens qui viennent faire des scènes ouvertes ou des choses comme ça. C'est plus ça que j'ai vu dernièrement, plus que du théâtre. D'accord. Mais j'ai aussi des amis qui sont artistes, chorégraphes, qui ont créé des spectacles, des compositions. Alors, je ne saurais pas dire, c'est des compositions scéniques. C'est pas vraiment du théâtre exactement, mais tu vois, c'est des spectacles qui mélangent du théâtre, qui mélangent de l'expérimentation visuelle, sonore, etc. Enfin, voilà un peu tout ça. Ah, Et ça, du coup, je citerais plutôt ça que j'ai vu dernièrement, plus que vraiment théâtre, au sens littéral du terme. ok. D'accord. Et est-ce que tu regardes des films ou tu as une série, peut-être une série télé qui te plaît?
Alors, je suis. Attends, je réfléchis. En série, en fait, il y en a une que j'ai adorée. Je crois que c'est The Lost Flowers of Alice Hart. Ah, je connais pas. C'est C'était incroyable. C'est adapté d'un livre et c'était incroyable. Vraiment. Il y a une actrice connue qui joue dedans et bien entendu, j'ai oublié son nom. Celle qui joue dans Alien. Attends, comment elle s'appelle déjà? Oh là là. Dans Ghostbusters aussi. Ah. Attends, je vais regarder. Et, et en fait, c'est une. Je sais pas si tu veux que je pitch vite fait. C'est en gros une femme. Enfin, on le sait pas en fait au départ. Tu vois, c'est ultra bien écrit, c'est incroyable. C'est tellement beau, la photo est incroyable, les compositions, des scènes, c'est magnifique. Et en gros, c'est donc cette femme, elle a créé un espèce de dans sa maison, elle a créé un lieu où elle recueille des femmes qui viennent de plein d'endroits différents et qui sont en situation difficile. Et elle les aide à se reconstruire, à avoir un lieu où elles se sentent bien, etc. Tu vois. Mais ça, on l'apprend au fur et à mesure en fait du film. Et à chaque fois aussi, il y a en fait, elles apprennent, en fait, elles ont une espèce de pépinière où elles font pousser des fleurs qu'elles vendent. Tu vois, c'est comme ça qu'elles arrivent à avoir de l'argent. Et, et elles apprennent aussi un langage, c'est le langage des fleurs, la fleuriographie, je sais pas si ça te parle, et pour communiquer. Donc en fait, elles communiquent beaucoup comme ça, et donc visuellement, c'est retranscrit. Et c'est super fort, franchement, c'est une série qui m'a bouleversée. Voilà. Le langage des fleurs, tu veux dire la symbolique des fleurs, c'est ça Alors, la fleuriographie, tu sais, c'est ce qu'on appellerait en français le langage des fleurs. Alors, c'est plus que la symbolique, c'est vraiment. Alors, c'est à la fois la symbolique, mais aussi la façon dont, quand tu fais une composition, ça veut dire quelque chose. D'accord. Ça donne un message. Au Oui. 19e siècle, sous l'ère victorien, c'était à la mode, notamment chez les bourgeoises, mais pas que. Et en fait, les gens pouvaient se faire passer des messages en douce pour plein de choses. Ça pouvait être soit des messages amoureux, soit des messages même politiques, peu importe, tu vois. Voilà, il y a des il y a des témoignages ou des textes qui nous sont parvenus, comme un père qui annonce à sa fille qu'il va. Il est en prison et donc ils ont décidé qu'il va y passer. Et donc, il lui envoie une fleur qui est une telle couleur, tournée d'une telle manière, et elle comprend tout de suite le message. Enfin, tu vois, c'est ce genre de choses. D'accord, je ne connaissais pas. Tu vois, je connais un peu la symbolique des fleurs, mais que certaines fleurs, ça signifie l'infidélité, l'amour, la passion, l'amitié, etc. Mais je ne savais Ouais, pas que à une certaine époque, ils faisaient carrément des messages. ouais, Ah, c'est très c'est ça. intéressant. Et donc, à cette époque-là, c'était à la mode et il y avait même du coup des livres et tout pour que les gens apprennent un petit peu à faire des messages ou à les décoder. Et voilà quoi. Et du coup, dans cette série, ils utilisent ça enfin, elles-mêmes, en fait, les personnages utilisent ce code, ce qu'on pourrait dire un langage codé, pour communiquer. Et c'est très poétique, c'est très beau. Ouais. Tu peux nous rappeler le titre? Alors, il me semble que c'est The Lost Flowers of Alice Hart ou The Lost Flowers. Je confonds entre le nom de la série et le titre du livre.
Peut-être Attends, que je vais c'est juste regarder. The Last Flowers pour le titre de la série. Mais voilà. The Lost Flowers of Alice Hart. Ah non, c'est le titre de la série, apparemment. Et Ah oui. l'actrice, c'est Sigourney Weaver. Ah oui, Sigourney. Sigourney Weaver. Bah oui, voilà, c'est ça. Qui joue dedans, voilà. D'accord. En tant qu'illustratrice ou d'abord créatrice de jeux vidéo, est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours où c'était pas linéaire Ouais, c'était un peu, enfin, en fait, j'ai toujours fait ce que j'avais envie, entre guillemets. Moi, j'ai fait, bon, si on parle vraiment de mon parcours depuis les études, donc j'ai fait une licence de cinéma, où là, j'ai appris en fait à écrire pas mal parce qu'on faisait du scénario, on faisait de l'analyse de films, etc. On faisait aussi pas mal on devait créer aussi nos propres films et tout ça, donc et c'est aussi à cette période que moi j'ai beaucoup appris à dessiner. Je, je prenais des cours du soir où j'essayais de dessiner tout le temps. Je me suis auto-formée et en même temps, je squattais les cours de ceux qui faisaient art là où j'étais. C'était à Paris 8. Et donc, j'ai intégré comme ça un cours de BD. Et donc, voilà, j'y allais, mais juste comme ça, tu vois. J'étais même pas annotée ni rien, mais j'avais demandé au prof si je pouvais assister au cours. Et donc, j'y allais vraiment comme si j'étais étudiante en art. Et donc, j'ai appris énormément de choses. Et ça a été très chouette. Et après ça, j'ai intégré l'ENJMIN, c'est l'École nationale de jeux vidéo et d'art numérique, interactif numérique, à Angoulême. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Angoulême, en fait. Et moi, j'ai toujours voulu travailler dans le dessin animé, donc faire de l'animation. Et comme on avait un stage à faire, j'ai eu l'occasion de le faire dans un studio d'animation et j'ai énormément appris. C'était super. Et après ça, en fait, j'ai travaillé un petit peu dans l'animation et ensuite j'ai été à Ubisoft à Paris, travailler sur un très gros jeu où je faisais de l'animation. Et puis voilà. Et après cette période, en fait, j'étais enceinte et je me suis dit, bon, je vais retourner à Angoulême parce que Paris, j'en avais marre. Et du coup, je suis retournée à Angoulême. Et après, je suis retournée donc, dans les studios d'animation où j'ai vraiment travaillé en tant qu'animatrice sur des projets de dessin animé. Mais j'étais frustrée, vraiment. J'avais très, très envie de créer. C'était à un point que ça m'obsédait. J'y pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, j'ai commencé à créer des petites choses. Alors, bon, c'était pas terrible au départ, mais voilà, j'ai quand même, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, c'est au D'accord. fil des rencontres, parce qu'à Angoulême, comme tu l'as dit, il y a plein d'artistes, il y a plein de gens partout. Voilà, tu rencontres d'autres artistes ou d'autres auteurs ou autrices, et du coup, tu discutes, et après, tu fais des projets ensemble, etc. Et puis, de fil en Ouais, aiguille, tu vois. Voilà. Et c'est comme ouais, ça d'accord. qu'on a créé le collectif Papitou, qui après est devenu une association, qui après est devenue aussi une petite maison d'édition, où on était plusieurs à avoir envie de faire quelque chose sans forcément attendre qu'un éditeur ou je sais pas quoi. Enfin, au départ, c'était faire des petits projets, on a fait des spectacles, on a fait des expositions, tu vois, c'était pour créer en fait. Ah Voilà. ouais, Et après, alors le problème, c'est que vivre de l'écriture pure, pour moi, c'était pas possible. Dans le sens où c'est quand même compliqué, tu vois, d'avoir suffisamment d'argent à la fin du mois avec ce que tu gagnes en tant qu'auteur. Donc, c'est pour ça que j'ai fait pas mal d'illustrations parce que ça me permettait de gagner un peu mieux ma vie. Mais le problème, c'est que c'est pas régulier non plus. C'est-à-dire que parfois, c'est je vais pas compliqué. mal travailler et d'autres fois, je vais pas travailler du tout, en fait.
Après, c'est aussi que j'ai fait le choix de pas aller vers des choses très formatées. J'ai voulu développer mon style et j'ai voulu développer mon engagement. Bah forcément, du coup, ça a ses conséquences. C'est-à-dire que j'aurais pu être illustratrice et me dire non, je travaille que pour d'autres gens, des clients comme la presse, etc. Mais du coup, c'est mon style, mais en fait, c'est formaté parce que c'est pour leurs Oui, propos, leurs messages. C'est tu pas aurais été vraiment ce que je veux faire, quoi. t'aurais été obligé de, de De respecter un cahier m'adapter. de charge, et ça aurait Voilà, été ce que tu n'aimes pas, comme tu disais, lisse. oui. Et du coup, ben voilà, moi, comme je voulais pas faire ça, ben ça veut dire que j'avais forcément moins de projets, donc moins d'argent. Donc c'est pour ça que je travaillais pas mal dans le cinéma d'animation. Parce que comme bah, du coup, quand tu travailles dans l'animation, tu es intermittent du spectacle. Donc ça me permettait aussi d'alterner des temps où je travaillais en studio et des temps où j'étais au chômage. Et du coup, je pouvais aussi faire des piges en illustration. Et du coup, j'étais pas embêtée financièrement. Voilà. Je comprends. C'est pas facile la vie d'artiste, hein. Je suis d'accord, moi aussi, pour essayer de vivre de l'écriture, Ouais, c'est vraiment difficile. ouais, c'est très difficile. J'ai aussi lu beaucoup de biographies d'auteurs. Pourtant, des gens connus qui, toute leur vie, ont travaillé dans autre chose, en fait, parce qu'ils avaient besoin de payer leurs factures. Et aussi, je pense que la charge mentale que tu as quand tu travailles, enfin, quand tu veux vivre de ton écriture, elle est telle que ça peut aussi te bouffer, entre guillemets. Oh, je Et suis... de étant très sensible, ben, tu vois, c'est des choses qui vont qui vont m'empêcher de créer, en fait, parce que bah, si je suis pas bien mentalement, je n'arrive plus à créer. Et du coup, je pense que c'est pas grave. Alors, c'est très compliqué parce que tu as besoin de temps pour créer. Tu as besoin de temps pour écrire ou dessiner. Donc, ça veut dire que si tu travailles à côté, tu es fatigué parce que tu as travaillé et du coup, tu dois créer. Enfin, tu vois, trouver cet équilibre est vraiment complexe. Ouais, c'est vraiment compliqué. Après, depuis, euh, depuis quelques années, j'arrive à vivre un peu de tout ça. Mais c'est beaucoup de temps que je passe à chercher cet argent aussi. Tu vois, avec le studio, le fait d'aller chercher de l'argent, c'est pour moi, mais c'est aussi pour les autres. Et ça nous fait vivre. Ça, tu vois, on peut créer. Mais c'est vrai que tout ça, en fait, ça demande un effort quand même. Mais voilà, on y arrive petit à petit. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas évident. Ouais, 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 c'est vrai. Ouais. Moi, à un moment donné, j'en étais arrivée à un point où je, je n'avais plus envie d'écrire parce que c'était plus un plaisir tellement Ouais. c'était trop compliqué parce que je me disais à quoi bon finalement, et Mm. ça me déprimait, parce que je me disais je m'imagine des choses, ça va jamais marcher, et c'est un cercle vicieux, et pour sortir de là, c'était compliqué. Mais et comme tu dis, oui, être artiste, c'est pas évident. Et en fait, comme toi, moi, j'ai aussi trouvé mon équilibre en faisant plusieurs choses. Toujours dans l'art, mais pas simplement dans l'écriture, parce que, bah, enfin, moi, je sais pas pour toi, mais moi, ça me rend dingue, clairement. Si c'est, quand je suis obsédée par quelque chose, ça me rend un peu folle. J'ai besoin d'équilibre. Ouais. Ben, ouais, non, mais je pense que c'est vraiment, enfin, il n'y a pas de bonne réponse ou mauvaise, je sais pas. Je pense que c'est vrai que ça appartient vraiment à chaque personne de trouver son propre équilibre. Je pense que la plus grande erreur serait d'essayer de plaire à des gens. Je me suis rendu compte que quand j'écrivais les choses les plus intimes, enfin, quand je dis intime, c'est-à-dire que j'écrivais vraiment ce que j'avais envie et sans vraiment penser à personne d'autre. C'est là où ça résonnait le plus chez les autres. Parce que, et c'est fou parce que dernièrement, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui veulent que je raconte, je sais pas, que je décrive un peu mon art et tout ça. Mais je me rends compte surtout que
ce qu'ils aiment, c'est justement la démarche que j'ai en tant qu'artiste, qui est celle de je crée quelque chose, j'ai une réflexion qui est personnelle, et c'est ça en fait qui est plus intéressant que d'essayer de plaire aux gens en fait. Et je me rends, enfin voilà, du coup ça, bah, c'est super intéressant. J'ai fait une table ronde il y a pas longtemps où j'étais la seule qui venait du jeu vidéo, mais du coup c'était pour parler des récits imaginaires et de la transition écologique. Et en fait c'était génial. Dans l'assistance, il y avait dans le public, il y avait des gens qui étaient ingénieurs, élèves, universitaires, profs, enfin voilà. Donc rien à voir avec le milieu artistique. Et c'est là où tu te rends compte à quel point ce que tu peux créer toi, ce que tu amènes en tant qu'artiste, est quelque chose de magique en fait pour les gens qui sont en face et qu'ils ont, à quel point c'est important et à quel point ils en ont besoin aussi. Parce que eux, ils sont dans quelque chose de tellement, tu vois, euh, sérieux, carré, où rien doit dépasser, etc. Et donc d'avoir ce souffle, cet Oui, espace où ils peuvent imaginer d'autres possibles, etc., c'est quelque chose d'incroyable. Et ça, j'ai l'impression que c'est vrai que comme moi, j'ai que des artistes presque autour de moi, ben, on se rend plus compte de ça en fait. Et d'avoir vu ça, d'avoir été avec ces gens-là, et ben, tu vois, ça m'a remis en perspective ben, ce que je faisais, pourquoi, etc. en tant qu'artiste. Et je pense que c'est hyper important. Moi, j'ai aussi vécu une autre scène vraiment très, très impressionnante lors d'un séminaire où j'étais à Ankara. Il y avait plein de gens de plein de pays différents. Et il y a une illustration. Tu sais, moi, je faisais une présentation de mon travail, de mon engagement. Il y a une illustration qui passe. Et là, je vois tout le monde qui est sous le coup de l'émotion, vraiment, genre, il y en avait qui étaient presque en pleurs et tout. Vraiment, je me suis dit, waouh. Ah bah voilà, c'est ça en fait, l'art. L'art, c'est faire passer des messages, c'est faire passer des émotions, c'est c'est touché. ça chez moi. Je sais pas comment c'est reçu, tu vois, de l'extérieur. Et là, ben, de le voir en direct, c'était très impressionnant en fait, tu vois. Je savais pas où me mettre parce que je me disais, waouh, c'est fort, c'est très fort. Et du coup, c'est pour ça que je pense que c'est important quand on est artiste, de faire attention à soi pour pouvoir créer, en fait. Oui, oui. Avant de donner aux autres, il faut savoir se préserver aussi et savoir pourquoi on crée. Et comme tu dis, d'abord créer pour soi avant de donner aux autres. Ouais. Quand tu parlais que tu étais animatrice de jeux vidéo, alors qu'est-ce que c'est exactement être animatrice de jeux vidéo? Ah oui, bah, quand on est animatrice dans le jeu vidéo, c'est bah, animer les personnages, animer l'environnement, etc. Donc, c'est tout ça, en fait. C'est ça que ça veut D'accord. dire. Donc, c'est comme dans le dessin animé, sauf que la différence, c'est que bon, c'est un peu la même chose, mais dans un jeu vidéo, les joueurs et les joueuses vont jouer peut-être ce personnage. Donc, tu vois, ça a des contraintes spécifiques. Mais en gros, c'est ça, quoi. C'est animer tout ce qu'il y a dans un jeu. D'accord. Je comprends du coup pourquoi tu disais que tu t'es frustrée. Il y a pas assez de créativité dans ce métier pour toi. Alors, il y en a pas mal. D'ailleurs, il y en a vraiment beaucoup dans le jeu vidéo, pour le coup, parce que tu fais partie de l'équipe. Donc, en fait, tu es là vraiment tout le temps, à toutes les phases. Tu participes tu donnes des idées et tu crées vraiment voilà, ce que tu veux. Ce qui est différent dans le dessin animé, où tu n'as pas trop le choix. C'est-à-dire, tu as un personnage, genre, si tu dois animer Mickey, il a une façon précise de marcher, de bouger. Tu ne peux pas faire autre chose. Tu ne peux pas créer autre chose.
Donc en fait, alors que dans le jeu vidéo, tu pourrais, pourquoi pas, tu vois. Tu pourrais dire, oh bah Mickey, là, ici, en fait, je sais pas, il est dans un univers parallèle, du coup, tu peux inventer une nouvelle façon de bouger, etc. Pourquoi pas. Mais je pense que c'est juste que moi, j'ai une part très créative où j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin d'écrire, de créer des choses tout le temps. Et du coup, j'étais frustrée dans le sens où j'avais besoin de créer mes propres choses, en fait. Tu vois, j'avais besoin de sortir des choses, d'écrire, d'écrire des histoires, voilà, d'explorer des choses. En ce moment, j'étudie la poésie et du coup, c'est passionnant d'étudier la poésie. Je découvre des choses tous les jours, c'est juste incroyable. Je comprends. Donc, pour toi, ce qui te fait vibrer, c'est vraiment créer, c'est vraiment apporter quelque chose au monde, mais de façon engagée, euh, donc engagée féministe et écologiste. C'est un peu comme ça que tu te définirais, ou peut-être que tu te définis pas. Ouais, j'ai pas trop envie de me définir, j'avoue. Je sais pas, même si effectivement tout ce que je fais se teinte de mes engagements, euh, je je sais pas. Après, moi j'ai aucun problème avec le fait de dire que je que je suis féministe et tout ça. J'ai aucun problème avec ça. Je suis engagée. Je pense que c'est important, notamment par les temps qui courent. Mais je pense que au-delà de ça, c'est beaucoup de responsabilité. Tu vois, quand tu veux faire quelque chose de féministe ou d'écologiste, ça veut dire que t'as pas vraiment le droit à l'erreur entre guillemets. Et du coup, c'est une charge supplémentaire que Ah j'ai oui. pas forcément envie, tu vois, de porter. Je préfère, en fait, mon action, on va dire, dans mon art féministe et engagé, c'est justement d'apporter une vision qui est plus, enfin, qui est plus douce, qui est plus ouverte, dans le sens où les gens peuvent le prendre sans forcément dire ah mais c'est un truc féministe, tu vois. Tu vois, je sais pas Je si tu vois la comprends. nuance. Oui, oui, je comprends. Ouais. Voilà, c'est pas directement, ouvertement, où je vais le placarder en mode c'est un truc féministe. Non, en fait, les gens ils vont le comprendre si jamais ils ont cette, tu vois, cette fibre féministe ou quoi. Mais s'ils ne l'ont pas, c'est pas grave en fait. D'accord. D'accord. Bah écoute, je pense qu'on a fait le. Ah oui, sur la poésie, tiens, oui. Tu as dit que tu écrivais de la poésie. Quel genre de poésie? C'est de la poésie rimée? C'est quels sont les thèmes? Et tu l'illustres aussi ta poésie? Euh, alors, euh, alors plusieurs choses. J'ai fait un recueil que j'ai illustré à l'encre, à l'aquarelle, à l'aquarelle. Mon dernier recueil là sur la floriographie justement, c'est aussi illustré à l'aquarelle. J'illustre pas toujours, ça dépend, mais disons que c'est vrai que les recueils que j'ai faits étaient illustrés. Mais sinon, en fait, moi, j'écris sur un carnet, tu vois. D'ailleurs, je l'ai toujours sur moi. J'écris. Enfin, j'ai une pratique presque quotidienne, même si j'écris pas forcément tous les jours. Mais j'aime beaucoup lire, tu vois, picorer, lire de la poésie. Pour moi, ça fait aussi partie de mon processus d'écriture. Et surtout, en ce moment, j'étudie aussi la poésie parce que je sais plus si je l'ai dit, mais notre jeu est écrit sous forme de poésie narrative. Du coup, c'est pour ça que ça m'intéresse d'apprendre à écrire, entre guillemets, de la poésie euh, parce que enfin, moi, j'ai l'impression que c'est des maths, en fait, la poésie. Je sais pas comment dire ça. Ah bon? Ouais, parce que en fait, il y a un côté qui est, euh, qui est très, comment dire ça? Je sais pas.
Ouais, c'est comme si tu mettais des mots ensemble qui n'ont parfois rien à voir l'un avec l'autre, et puis ça crée quelque chose, tu vois. C'est comme si tu faisais 1 plus 1, admettons, ça peut faire 3, je sais pas, j'ai n'importe quoi, tu vois. Ou 1 plus 1, ça peut faire 2, comme ça peut faire 3. Et en fait, moi, je trouve ça génial, parce que, voire même 2 plus 2, ou 2 au carré, enfin bon, bref, on pourrait aller dans n'importe quelle interprétation. Mais en fait, c'est ça la poésie pour moi, c'est-à-dire que ce que tu apportes va avoir une... en anglais, on dirait meaning, mais en français, tu vois, comment on peut dire ça en français? C'est pas vraiment une symbolique, mais en gros, les gens, ils vont avoir des interprétations différentes en Mhm. fonction de plein de choses, en fonction de leur âge, en fonction de là où ils en sont dans leur vie, en fonction de s'ils sont plus ou moins cultivés, en fonction de s'ils sont tristes, s'ils sont joyeux, s'il fait beau, s'il pleut, enfin, tu vois. La même phrase peut avoir des significations très différentes. Et c'est pour ça que ça me donne cette impression un peu de mathématique, parce que toi, quand tu écris, tu vas vraiment chercher le bon mot, le bon machin, euh, et, euh, et épurer en fait tout ça. Et faire une espèce de tambouille qui va peut-être créer quelque chose ou pas. En tout cas, elle aura du Mhm. sens que pour toi, mais ça sera à ton sens propre. Et ensuite, voilà. Et c'est ça que j'adore dans la poésie. Et moi, j'écris plutôt de la poésie narrative, ça rime pas forcément. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est la sonorité. Donc, la sonorité et jouer sur j'ai envie de dire les textures, mais c'est très bizarre de dire ça parce que quand tu écris, ce sont des mots, c'est bizarre, mais tu sais, ça fait quand même des textures dans la bouche quand tu parles, parce que tu as les consonnes, tu as les voyelles, et du coup, tu as des mots qui peuvent être râpeux, ou tu as des mots qui peuvent être tout doux, enfin, tu vois. Et du coup, c'est un mélange entre les deux, en fait. D'accord. Et quels sont les titres de tes recueils? Alors, il y a floriographie poétique, et il y a cartographie des corps. D'accord. Je crois que le premier, je l'ai peut-être vu passer sur Facebook, Hmm. sur ta page, mais l'autre ne me dit rien. Ouais. Et Ben, du coup, oui, ils ont des du thèmes. Ouais, alors cartographie des corps, c'était vraiment sur bah, le corps. J'ai essayé de faire une réflexion sur la perception du corps, en fait. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que, je sais pas, j'avais envie de faire ça. Et D'accord. floriographie poétique, c'est bah, sur la floriographie, c'est-à-dire que j'ai fait des compositions de fleurs qui avaient ensemble, enfin, qui ensemble faisaient un message. Et c'est ce message que j'ai. En fait, c'est un genre d'exercice que je me suis imposé. Et ce message, en fait, j'essaie d'en faire un poème à chaque fois. D'accord. Voilà. Et moi, ce que j'adore, c'est la poésie gothique. Dans notre jeu, c'est de la poésie narrative gothique. Parce que bah, j'adore cet univers. Ouais, c'est un univers qui me parle beaucoup. J'ai trouvé, tu as un site où est-ce qu'on peut trouver toutes tes œuvres? Bonne question. Je je pense que si on... Alors, effectivement, il faudrait que je les référence toutes sur mon site. Je crois que toutes mes œuvres ne sont pas référencées exactement. Mais si on me suit sur les réseaux, donc Joy Lil World, sur Facebook ou Instagram, on peut les trouver facilement. D'accord, bah, je mettrai le lien de ta page je mettrai lien de tous tes les liens de tous tes réseaux sociaux en description, Ouais. comme ça, pour les gens qui ont envie de te découvrir. Bah, merci Voilà. beaucoup, Femi. Franchement, c'est très chouette de pouvoir discuter avec toi. Et Merci. merci pour l'invitation. Merci pour votre écoute. À très bientôt sur La Bouquineuse.